Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo pour répondre à des commentaires très intéressants qui ont été mis dans les espaces commentaires des vidéos. Et comme j'ai pas pu bosser sur le réseau, parce que j'ai pas mal de choses à faire ce week-end et hier, du coup j'en profite pour faire cette petite vidéo de questions-réponses. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mais voilà, je préfère faire ça maintenant. Donc voilà, je voulais répondre à la première question qui a été posée et qui m'a fait un petit peu réagir, qui est une question au niveau des prix et au niveau du moment opportun pour acheter. Donc c'est David qui me faisait cette réflexion, qui me disait 6 mois après leur sortie, les couplages ballastières R37 coûtent maintenant 70 € sur le site et il est souvent urgent d'attendre. Alors, le prix est un problème qu'on s'est pris en pleine face dans le modélisme ferroviaire parce qu'il y a une équation économique qui rend de plus en plus difficile le maintien d'un prix acceptable d'une part, et d'autre part, des coûts de production qui ont augmenté énormément, soit en conséquence du Covid, soit en conséquence de politiques menées par les pays qui fabriquent la grande majorité de nos modèles, à savoir la Chine et d'autres pays des îles du Sud-Est, donc la Thaïlande, etc. Et effectivement, cette augmentation des prix très fort, puisque on peut constater que globalement, on a eu une augmentation qui a dépassé les 15% sur l'ensemble du secteur depuis la période 2020-2021 jusqu'à maintenant, par rapport au prix qui était pratiqué avant le Covid, c'est-à-dire avant 2019. Et c'est sûr que ce phénomène de prix inflationné nous oblige à avoir une réflexion sur ce qu'on va acheter, ce qu'on ne va pas acheter, etc. Là où il y a un problème, et c'est un peu la réponse que j'ai fait à David, c'est que quand un fabricant fait un tirage, il fait un pari. Donc il va faire un tirage qui va être plus ou moins important. Et dans le cas de R37, ils ont lancé une référence, donc cette ballastière, où effectivement, ils ont sorti différentes variantes. De mémoire, je pense que c'est 5 ou 6 variantes. Mais ils ne savaient pas réellement si ça allait bien partir ou pas. Donc, il est fort à parier, et ça c'est une information que le consommateur n'a pas, il est fort à parier qu'ils n'ont pas sorti un très grand nombre de tirages pour éviter de se retrouver avec une immobilisation de capital trop importante. Donc, ils ont mis un prix qui était un prix que je jugeais à l'époque indécent par rapport à la qualité de je le maintiens. Mais à l'époque, on ne pouvait pas se dire, bon, on va attendre 6 mois qu'il y ait une révision à la baisse. Pourquoi? Parce que rien ne dit que le modèle ait été tiré en suffisamment de nombreux exemplaires pour pouvoir se permettre d'attendre et ne pas arriver dans la situation où il est indisponible, plus disponible, parce qu'il s'est très bien vendu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces entreprises-là, les petites entreprises du modélisme ferroviaire, parce que R37, c'est pas une multinationale, hein, c'est pas Rocco, rien ne garantit non plus de leur santé sur le long terme. Donc, avec la période où tous les coûts ont augmenté, ces entreprises-là, elles avaient besoin de cash. Et elles ont besoin de cash. Donc, elles ne peuvent pas se permettre, effectivement, d'avoir des références qui dorment trop longtemps dans leurs entrepôts, d'autant plus que, si je me souviens bien, R37, son entrepôt, c'est très limité, puisque ça doit être sa maison, si je me souviens bien. Mais donc du coup, ce qui est dit pour R37 est valable pour RE, LS Model et puis
les autres petits fabricants et fabricants intermédiaires. Et donc, on peut pas, nous, modélistes, se dire, bon, je veux ce modèle, mais je vais attendre 6 mois. Justement, parce qu'il y a une gestion de la pénurie et de la nouveauté qui est maintenant, depuis une quinzaine d'années, sur comment s'appelle, ce mode de fonctionnement-là. On fait un faible tirage, on vend, on fait une première série, on vend. Si ça part très très bien et qu'on se dit il y a encore une opportunité de recaver, on refait un deuxième tirage. Mais en règle générale, sur la grande majorité des références qui sont sorties, quand elles arrivent en indisponibilité, eh ben elles sont indisponibles. Puis c'est tout. Et elles sont pas forcément retirées parce que derrière ça nécessite un temps de fabrication et un planning de fabrication que ces entreprises-là ne maîtrisent pas. R37, REE et LS Model, pour citer ceux-là, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des fabricants américains qui sont sur le même modèle, ou même allemands, je pense à Maquette, qui sont exactement sur le même principe. Ils vont ordonner à une usine chinoise de fabriquer un modèle qu'ils ont conçu informatiquement, et l'usine, elle leur donne un créneau, un temps de réalisation. Il y a toute une série de choses qui sont mis en comment s'appelle, en branle au niveau de la logistique, et ensuite, s'ils veulent avoir un nouveau créneau, rien ne dit que l'usine va leur dire 3 semaines après, il y a là, on y va. Ça peut très bien être l'usine qui dit, moi, mon prochain créneau de fabrication pour vous, c'est dans 6 mois pour cette référence-là. Donc ça, c'est pour ça que c'est très très difficile, et qu'on peut pas systématiquement se dire, ce modèle est trop cher, je vais attendre qu'il le sac. Alors, il se trouve que au plus l'entreprise est petite, au plus son risque sur sa trésor fait que elle peut être amenée à brader des choses qu'elle avait mis en prix d'achat au moment de la sortie plus chère. Mais tabler là-dessus de façon systématique, c'est ultra dangereux parce que ça peut aussi se retourner contre nous et au final ne plus avoir la possibilité d'acheter le modèle qu'on avait besoin ou qu'on avait envie d'acquérir à cause de ça. Donc ça, c'est un jeu qui peut être tentant, et ça je l'entends, mais c'est un jeu qui, en fait, se pondère par la volonté vraiment d'avoir ce modèle ou pas. Moi, la ballastière, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir, parce que ça faisait longtemps qu'il l'avait annoncé, et je voulais l'avoir en gérance à elle. Et je sais que la gérance des réseaux particuliers, donc là en l'occurrence la L, par rapport aux versions SNCF, risquait d'être beaucoup plus demandée que les versions SNCF qui sont intéressantes, c'est pas le problème. Mais il y a beaucoup plus de gens qui, et notamment sur l'Est, vont sauter sur des références en disant c'est un must-have, etc. Donc c'est parce qu'il y en a pas beaucoup, justement, dans le volume du modélisme ferroviaire maintenant, des wagons en gérance des anciens réseaux sont beaucoup moins nombreux que les wagons SNCF, d'autant plus que maintenant les époques 1 à 3 sont quand même beaucoup moins pratiquées par les nouveaux modélistes que les époques 4, 5 et 6. Donc, tabler sur « je vais attendre 6 mois pour avoir 30 balles de réduc et ou 20 balles de réduc et j'achèterai le modèle à ce moment-là », c'est un pari qui peut fonctionner, mais pas tous les coups. Donc voilà. Ensuite, après, je voudrais répondre aussi à une autre question en ce qui concerne le marché de l'occasion. Parce que le marché de l'occasion, c'est comme le marché de la première main. Ça répond au même phénomène de l'offre et de la demande. Et l'inflation sur le marché d'occasion
d'une part, répond à l'augmentation de la coût de la vie. Donc ça, pour moi, j'étais pas étonné que sur le marché de l'occasion, on ait une inflation qui suive l'inflation. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Alors, on a eu une quinzaine de % d'augmentation. Alors, pas pour tout. Bizarrement, c'est très variable. Mais on a quand même eu une grosse augmentation. Alors, moi, il y a plusieurs critères qui, pour moi, sont très importants sur le marché de l'occasion, quand j'achète sur le marché de l'occasion, et sur lequel je suis, on va dire, pas intraitable, mais où je suis très vigilant. Il y a des ordres de prix, il y a des références il y a des marques que je veux, il y a des marques que je ne veux pas, il y a des ordres de prix. Moi, je considère que, par exemple, pour citer ça, l'exemple le plus courant, les wagons de marchandises en occasion ne doivent pas dépasser 40 €. Globalement, que ce soit sur Rocco, Fleischmann, Marklin, Trix, dans une moindre mesure, Saxen Model, Maquette, qui j'oublie d'autres, Eris, enfin voilà, ces marques-là, un wagon d'occasion qui dépasse 35-40 €, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. En plus, il faut rajouter les ports. Donc moi, effectivement, je sélectionne et je fais mes recherches sur ça. Et si il y a une référence que je veux qui est trop chère, c'est-à-dire qui dépasse ce budget, je l'achète pas. Pareil pour les voitures voyageurs. CIWL mis à part, parce que ça c'est un marché qui est très particulier, le marché de l'occasion sur les Rivars aussi, CIWL. Mais globalement, je considère que au-dessus de 85 €, ça commence à devenir cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on rejoint les prix de vente publics actuels. Moi, acheter une voiture d'occasion, par exemple comme la voiture panoramique, à 95 balles, alors que elle est vendue neuve à entre 95 et 110, c'est pas une occasion, ça. Ça, c'est du foutage de gueule. Et donc, en prenant la responsabilité d'acheter quand même à des prix qui sont bumpés par l'inflation et aussi bumpés par les effets d'aubaine, parce que les gens se disent bon allez, je vais vendre ça, puis si ça part, ça part. Hein, là, je viens quand même voir un coffret TGV Lima qui était vendu en supermarché partir à plus de 800 €. C'est de la bêtise. Ça ne justifie pas une inflation de prix à ce point importante. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant, il faut se mettre des barrières. Et moi, effectivement, il y a des fois, je trouve des prix. Là, j'ai trouvé un wagon de marchandises, un wagon frigorifique. Alors, il est plutôt époque 4, mais ça me dérange pas. Un Rocco. Alors, c'est pareil, chez Rocco, il y a un peu de subtilité. Il vaut mieux éviter les Rocco internationales, c'est-à-dire les anciens logos des années 80, parce qu'il n'y a pas d'élongation. Donc, c'est chiant, il faut installer une élongation et tout. Bon. Donc, si on évite ces wagons-là, puis des fois, moi, je me suis fait avoir, et qu'on reste sur les wagons qui sont de la période Reguin-Galore et la période T2M, on trouve de très très jolis wagons. Et là, ce wagon frigorifique, qui paye pas de mine, mais je l'ai trouvé pour 15 €. 15 € un wagon, ça va. C'est correct. Et c'est un prix qui, en termes de prix d'occasion, est justifié. Maintenant, après, effectivement, il faut faire, quand on achète sur le marché de l'occasion, il faut absolument savoir ce qu'on veut, regarder de près, regarder aussi les conditions dont sont vendus les produits. Moi, je n'achète aucun produit qui n'a pas sa boîte d'origine. Je pars du principe que s'il n'y a pas la boîte d'origine, c'est que d'une manière ou d'une autre, le modèle soit a vécu, soit a été entretenu par des gens qui
n'ont pas considéré important comme le fait de garder la boîte. Or, la boîte est la meilleure façon de conserver un modèle. Donc, je pars du principe que je n'achète pas de modèles qui ne possèdent pas leur boîte d'origine. Voilà. Ensuite, après, la troisième question qui m'a été posée, c'est concernant les impressions 3D. Par rapport au live que j'ai fait d'explication sur la réalisation des pièces de la marquise et la réalisation de l'extension de la marquise, c'est-à-dire la marquise transversale. On m'a demandé quel matériau j'utilisais. Alors j'utilise du PLA de la marque Bamboo Lab, parce que Bamboo fait des promos sur leur propre refil, c'est-à-dire le fait de recharger une bobine. Donc c'est du PLA noir de chez Bamboo, qui a un résultat tout à fait correct, pour un prix tout à fait correct, et une qualité suffisante pour avoir un bon résultat. Donc le rapport qualité-prix des refils Bamboo sont assez intéressants, et c'est à peu près 17 € le kilo, hors frais de port, donc c'est plutôt intéressant. Donc maintenant, quelle couleur j'utilise? Ben, j'utilise le noir pour faire les impressions 3D, parce que ça m'évite de devoir peindre les pièces en anthracite. Je vais pouvoir beaucoup plus rapidement peindre directement avec la couleur que je veux, et ça évite de devoir passer une couche anthracite, etc. Donc pour ça, moi j'évite les filaments blancs ou trop clairs, et que pour ça le filament noir est très adapté. Alors ensuite, après, je voudrais faire une remarque d'une personne qui m'a fait 2 fois le commentaire, et il a raison, mais le fait de le faire 2 fois fait qu'à un moment donné, ma réponse va être la même. Pourquoi j'ai pris par exemple le wagon bière hâte chez Saxon Model et pas celui qui est sorti chez Brava? Bah parce que celui de Saxon Model, je l'ai eu pour moins de 20 balles, alors que celui de chez Brava est vendu 50, et que la différence de qualité entre les deux, c'est-à-dire vraiment le delta de qualité entre les deux, ne justifie pas un prix multiplié par 2. Oui, le modèle Brava est plus fin, entre guillemets, mais elle n'a pas été réalisée à la même époque. Saxon Model, c'était fait dans les années 90, et dans les années 90, Saxon Model, c'était des marques de petits artisans qui poussaient la qualité du détail bien plus fort, et la qualité de la typographie, et qui étaient prêts à mettre un prix bien plus fort que les fabricants qui fabriquaient pour eux. Alors, en l'occurrence, c'est Rocco à l'époque. Et quand Rocco fabriquait pour Saxon Model, bah Rocco était là, et Saxon Model, en termes de qualité de reproduction, était haut de gamme. Donc, c'est d'ailleurs assez ironique de voir que maintenant, beaucoup de modèles Saxon Model sont vendus au même prix que les modèles Rocco, alors que, pour des références semblables, Saxon Model était un petit peu plus précis, un petit peu plus fin. Maintenant, entre un modèle qui est fabriqué dans les années 2020 et un modèle qui est fabriqué dans les années 90, évidemment, l'exigence en termes de détaillage, de finesse, etc., n'est pas du tout la même. Et donc, bah oui, si on fait la comparaison, l'un va être forcément avec des techniques d'injection qui permettront de mettre plus de détails, des méthodes d'impression qui permettront de mettre des typographies encore plus fun et fines, pardon. Donc forcément, mécaniquement, les choses qui sont fabriquées récemment sont plus fins que ce qui est fabriqué dans les années 90. Maintenant, quand ça roule à 1 mètre de soi au réseau,
sur le réseau à 60 km/h, est-ce que la différence se voit vraiment? Sur ce genre de référence, je suis pas sûr. Donc, il y a un moment donné, il faut être un peu raisonnable aussi, quoi. Alors, effectivement, si c'est mis en vitrine et que c'est admiré en vitrine, effectivement, il y a pas photo. Mais la grande majorité des modèles sont destinés à être des modèles circulants. Et quand ils circulent à 60 km/h, ce qui est le cas des marchandises époque 1, époque 2, époque 3, que la barre, que la main montoir de l'échelle soit plus fine sur l'un ou sur l'autre, honnêtement, c'est satisfaisant de savoir qu'on a un modèle qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus fin. Mais en termes de circulation, je suis pas sûr. Par ailleurs, quand on fait beaucoup circuler, qui dit grosse circulation dit risque de déraillage, à un moment donné ou un autre, même si le réseau est bien posé, que les voies sont bien posées. Et donc, il y a un risque de casse sur les trucs plus fins que sur les trucs un peu plus solides. Puisqu'on était quand même encore, dans les années 90, sur un loisir qui avait un gros panard dans le monde du jouet, alors que maintenant, on n'est plus dans le jouet, on est quand même dans l'objet à collectionner et dans la discipline pour adultes. Ce qui était moins le cas dans les années 90, où on avait encore la liaison, la jonction entre le train jouet et le train maquettiste, modéliste avancé adulte il y avait une plus grande porosité, disons. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on a quasiment plus, en tout cas sur les marques européennes, on a quasiment plus de trains électriques qui est encore, ou des marques de trains électriques qui ont encore un pied ou une jambe ou la moitié du corps dans le domaine du train jouet. Ça, c'est terminé. Voilà. Alors, marginalement, il y a des gammes jouées. Je pense à Marklin, parce qu'il y en a, ils vont me sauter dessus en disant ouais, mais c'est anecdotique. Le tirage de ces références-là sont anecdotiques au regard de la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise entre les années 80 et les années 2020. Donc c'est anecdotique. Hein, quand le premier champ de fabrication de tous les constructeurs, c'était la grande distribution, la grande surface, il y a quasiment plus rien qui est vendu en grande surface maintenant. Donc voire même il n'y a plus rien. Donc forcément, ces entreprises-là, elles ont dû s'adapter, ce qui explique d'ailleurs aussi la limitation du nombre de tirages, etc. Voilà. Alors ensuite, après, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, ça c'est sur le Discord, et du coup, je le réponds dans cette vidéo. Pourquoi je ne parle jamais de jouef? Alors, on fait la différence entre jouef Hornby et jouef Champagnole, canal historique. Moi, sur le réseau de Wissenheim, le jouef Champagnole ne m'intéresse pas. En tout cas, actuellement. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que là, justement, on est un pied et demi dans le monde du jouet. Ce qui fait que en ce qui concerne les wagons et les voitures, alors il y a un niveau de qualité et d'exigence que j'ai par rapport à la difficulté du réseau qui font que moi j'avais des références jouets Champagnole pour pouvoir les faire rouler, les mettre au standard de Wissenheim, ça nécessite un investissement. Ça nécessite de changer les essieux déjà pour que ça passe sur du code 75 ou que ça évite que d'être des roues coupe pizza qui sont absolument inesthétiques. Ça nécessite de transformer les wagons pour pouvoir les doter de systèmes d'élongation. Parce qu'à partir du moment où vous faites des convois, notamment avec des rampes, avec des devers, etc., vous avez besoin que tous vos wagons soient sous élongation. Donc ça veut dire que quand vous prenez une référence, certes pas chère, sauf que là il y a eu pas mal d'inflation sur le jouet avec des prix complètement délirants, mais bon ça c'est un autre sujet, voir le début de ce que je disais de la vidéo.
au niveau de l'inflation. Mais est-ce que c'est un bon calcul de se dire je vais acheter un wagon à une quinzaine d'euros Jouef, sachant qu'il va falloir que je change les essieux. Donc je vais mettre 4 euros, 4 à 5 euros d'essieux, que je vais rajouter de l'élongation, encore une dizaine d'euros, pour au final avoir un modèle qui, alors là, pour le coup, est beaucoup moins fin que le moyenne gamme, haut de gamme de l'époque, puisque à l'époque de Jouef Champagnole, le haut de gamme, le moyen haut de gamme, c'était Rocco. Donc, entre un wagon Rocco qui va être vendu 25 balles, ou Saxon Model d'ailleurs, et un Jouef Champagnole de la même époque, moi je vais pas sur le Jouef Champagnole parce que je sais que les frais inhérents à sa mise à niveau vont être beaucoup trop importants. Alors ça veut pas dire que, encore une fois, faut pas acheter du Jouef Champagnole. On peut tout à fait acheter du Jouef Champagnole. J'ai fait le choix de ne pas en acheter parce que, d'un point de vue modéliste, pour pouvoir les mettre au standard actuel, le coût qui est à engager est supérieur au prix de vente des moyennes haut de gamme qu'on peut trouver pour des références identiques. Je parle par exemple un wagon bière Kronenbourg ou des choses comme ça. Bon. Ensuite, après, beaucoup de modèles Jouef, jusque dans les années 90, sont traités au centième et pas traités au 87e. Et là, par contre, ça jure. La hauteur, les longueurs et tout ça, ça font que c'est moins... C'est pas tout à fait exact, voire parfois sont traités au 76e parce que fabriqués par Playcraft en Angleterre et aussi créés pour pouvoir correspondre à certains wagons qu'on trouvait sur le marché anglais. Donc, Jouef, moi je me méfie. Quant à Jouef Hornby, pourquoi j'en ai pas? Bah parce que pour l'instant, les références qui m'intéressent, potentiellement, bah il y en a pas. Voilà. Si je faisais de l'époque 5 et de l'époque 6, peut-être, mais Jouef Hornby ne fait quasiment pas d'époque 2 ou d'époque 3, à ma connaissance. Donc, voilà, je n'en ai pas là-dessus. En ce qui concerne Hornby, plus généralement, les choses, les productions du groupe Hornby, ben, pour les CIWL, moi je suis beaucoup plus intéressé par les Rivarossi, canal historique, parce que les Rivarossi Hornby ont pas les mêmes palettes de couleurs, même si c'est les mêmes moules. Hein, vous prenez des LX ou des flèches d'or, des étoiles du Nord, des Côtes d'Azur actuelles vendues par Hornby Rivarossi. C'est les moules c'est les moules Rivarossi des années 70, de la fin des années 70. Il n'y a pas eu de nouveaux moules qui ont été réalisés. Il y a eu simplement la mise en place des châssis avec élongation, ce que Rivarossi avait commencé à faire sur certaines références, mais pas toutes, après les années 90. Donc, au moment où Rivarossi, justement, avait été racheté par Jouef. Donc, CIWL mis à part, bah moi, je reste fidèle à Rivarossi, canal historique, sur le marché de l'occasion. Bon, maintenant, le marché de la CIWL est un marché très cher, de collectionneurs esthètes, qui va commencer à être un petit peu bousculé par l'arrivée notamment des LX de chez LS Model, même si pour l'instant, pour une raison très obscure, LS Model ne sort pas les références LX en époque 2, mais uniquement en époque 3, avec des marquages UIC, ce qui est un peu dommage. Donc en gros, ils sortent des LX16 et LX20, c'est-à-dire les versions L16. Alors je devrais pas dire LX, parce que normalement c'est L16 et L20. Donc c'est voitures lit de luxe, 16 places et 20 places, alors que que LX, le X signifie 10, donc c'est 10 places. Et 10 places, c'est vraiment époque 2. On commence à arriver sur le 16 et 20 places après la Seconde Guerre mondiale. Donc époque 3. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'effectivement, faire cohabiter du Rivarossi canal historique et du LS Model, qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus au standard actuel, en termes de finesse de gravure
et aussi en termes de qualité de reproduction et en termes de qualité de reproduction chromatique sur le bleu CIWL, bah ça matche pas. Donc si on est d'un côté, on peut pas faire de mix. Voilà. Donc moi sur le CIWL, j'ai du Flèche d'Or, j'ai un petit peu de Côte d'Azur, je crois, mais pas beaucoup. J'ai évidemment des voitures LX. Ça c'est parce que je suis vraiment fan de la CIWL. Il y a plein d'autres références que j'aimerais avoir. Hein. J'ai une voiture P, je crois, d'ailleurs. Mais j'aimerais bien avoir des lits Z, etc. Mais tout ça, c'est les gammes LS modèle. Et c'est pas une question de tarif, parce qu'au niveau tarif, on est à peu près équivalent avec une occasion de qualité sur Rivar aussi, Canal historique. Mais c'est à un moment donné le portefeuille. Là, faut dire clairement les choses, quoi. Voilà. En tout cas, ça c'était un petit peu les questions auxquelles je voulais répondre sur cette vidéo de ce matin, parce que j'ai pas travaillé sur le réseau de Wessenheim. Donc c'était une façon pour moi de faire une vidéo ce matin et de répondre un peu au niveau de ces questions-là. En conclusion, quand on achète sur du marché de l'occasion, il faut être vigilant, il faut se mettre des plafonds, il faut éviter d'acheter tout et n'importe quoi et savoir ce qu'on achète. Ça, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos débats. Et puis, la dernière des choses, bah, c'est de ne pas faire de l'achat compulsif. Mais ça, parfois, c'est difficile. Voilà. Je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Merci aux personnes qui ont rejoint la communauté en s'abonnant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube et donc de proposer les contenus de la chaîne à plus de modélistes. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des tips sur Tipeee, sur la plateforme Tipeee, le lien est en description, pour m'aider au financement de la chaîne et au financement des projets, notamment le projet Nomade. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau Wessenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao.